Salutations cartographiques, ici Capitaine Moustache qui vous invite pour une petite flânerie cartographique. On va aller rêver devant la carte du monde, on va aller sur le rendu de base d'OpenStreetMap pour vous raconter quelques anecdotes. On y va! On va commencer par faire un brin de tourisme et je vous emmène aux Maldives. Alors tout d'abord remarquez que sur la carte de base d'OpenStreetMap, les noms sont dans les langages locaux. Ce n'est pas comme sur Google où tout est traduit en français si vous êtes français et en anglais si vous êtes anglais, ainsi de suite. Donc voilà, vous êtes prévenus, ne soyez pas dépaysés. Alors tout d'abord, nous allons aller aux Maldives. Les Maldives qui se trouvent ici, au large de l'Inde, qui est un petit archipel surtout connu pour ses plages paradisiaques, pour ses petites îles paradisiaques. Et bien voilà, c'est un archipel. Alors ce que vous voyez en violet, en fait, ce sont les eaux territoriales, mais les îlots en eux-mêmes, vous voyez, c'est minuscule. Ce sont des petits atolls, vraiment des pâtés de sable. Et nous allons zoomer sur la capitale Malé, qui se trouve ici, qui concentre une bonne partie de la population. Et vous voyez cet îlot qui fait quoi, un gros kilomètre carré, concentre plus de 100 000 habitants. C'est colossal. Alors les Maldives sont une république islamique et ça se voit, sur OpenStreetMap on voit bien les lieux de culte et on voit que la capitale comporte un bon nombre de mosquées. Et j'ai vu qu'apparemment il y a quand même plein de voitures, il y a des problèmes de congestion apparemment, alors que l'île fait à peine, vous voyez, un gros kilomètre de long, et ben les gens ont plein de voitures apparemment. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que, bien entendu, pour ce genre de pays, le tourisme constitue une source de revenus très importante, et ça se voit cartographiquement. Vous allez voir, si on zoome sur des petits îlots, vous voyez, c'est rempli de cabanes à touristes, les fameuses cabanes au bord de l'eau, vous voyez, en photo à droite. Et bien voilà, ce sont ces îles-là, ce sont des îles intégralement dédiées au tourisme, où vous avez des restaurants, vous avez plein de cabanes à touristes. Et il n'y en a pas que là, vous zoomez par exemple, on va aller voir sur un autre archipel à côté ici. Vous voyez, par exemple, cet îlot là, il est absolument rempli de cabanons pour les touristes. Et OpenStreetMap le rend très bien, je trouve. Les installations touristiques sont très bien rendues. Et c'est assez édifiant de voir qu'un pays qui possède très peu de terre, comme les Maldives, consacre beaucoup de ses îlots, en fait, rien qu'au tourisme. Voilà pour notre première escale. Alors à présent, je vais vous emmener à Paris, beaucoup plus classique, parce qu'à Paris, vous le savez sans doute, il y a un grand parc d'attractions qui s'appelle Disneyland Paris, et il se voit très bien sur OpenStreetMap. Alors là, il faut que je vous raconte une anecdote, c'est que les contributeurs d'OpenStreetMap ont un malin plaisir à cartographier avec un luxe de détails incroyable les zones de loisirs. La plupart des parcs sur OpenStreetMap, c'est assez rigolo, mais c'est un des lieux préférés des contributeurs. Ils y ajoutent un nombre de détails impressionnants. Par exemple, si on zoome sur le bois de Vincennes, vous avez tous les terrains de jeu et avec les étiquettes appropriées. Par exemple, si je fais une requête, par exemple sur ce stade, il va me dire exactement quel genre de stade c'est. J'imagine que c'est du football, voilà, un terrain de sport. C'est du football, soccer, sport égale soccer, c'est du football. Par exemple, ça doit être du tennis. Et vous avez tous les chemins piétonniers. Et encore là, il pourrait y avoir plus de détails, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, là, nous avons du tennis. Les terrains de tennis, les terrains de sport, les hippodromes. Enfin, vous voyez vraiment tout un tas de détails. Vous avez le nom des allées, vous avez tous les cheminements piétons possibles et imaginables. C'est assez impressionnant. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est Disneyland Paris, parce que là, on arrive à un point. Alors en plus, vous voyez le périmètre du parc avec cette bordure en marron rouge, vraiment le faire sortir, on peut même le comparer par rapport à la taille de Paris, vous voyez, ça fait quand même une petite ville, hein. Et puis il y a ce grand boulevard là, ce grand cercle autour, c'est vraiment assez amusant à regarder, je trouve. Mais alors voilà, et quand on zoome, alors regardez, vous avez le moindre cheminement piéton. Vous avez les bancs, vous avez toutes les boutiques, vous avez même des détails sur les boutiques. Par exemple, si je fais une requête là-dessus, c'est une boutique de cadeaux apparemment. Voilà, ça renvoie même sur le site de la boutique. Vous avez tous les cheminements, vous avez les zones d'herbe, vous avez le contour des attractions, vous avez même, regardez ça, vous avez même les circuits des attractions.
Et même à l'intérieur, regardez, l'Hyperspace Mountain, vous avez le chemin de fer de l'intérieur de l'attraction. Alors je sais pas comment les contributeurs ont réussi à avoir cette cartographie, peut-être que c'est Disney d'ailleurs qui leur a fourni. Allez savoir, parce que ça peut participer à une certaine forme de publicité finalement. Et vous avez, alors regardez ça, vous avez en barrière, ça ce sont des barrières en noir, et bien, qui dessinent le contour du chat de Cheshire. Donc c'est vraiment trop abusé. Alors je vous conseille d'aller voir, hein, c'est vraiment très amusant. Vous avez même les lacs, les hôtels, vous avez vraiment tout le parc cartographie de A à Z. Et regardez la taille du parking, c'est phénoménal, c'est presque aussi grand que le parc principal, c'est phénoménal. Et là, alors j'y suis allé une fois, si je me souviens bien, c'est un tapis roulant. Vous arrivez en parking, là vous prenez ce tapis roulant et ça vous emmène jusqu'au bout, là auprès de la gare, avec un tapis roulant tellement il y a de distance à parcourir pour aller jusqu'au parc. C'en est fini pour cette petite escale, allez voir, vraiment c'est très rigolo à voir. Maintenant on va changer d'ambiance, nous allons nous élever un peu, au sens propre comme au figuré, puisque nous allons voir l'Everest, la plus grande montagne du monde, qui culmine à 8848 mètres, enfin c'était ce que j'avais appris dans les manuels de géographie, peut-être que ça a changé. Alors allons-y, voilà, donc pour rappel j'ai oublié, l'Everest se situe à la frontière entre la Chine, ici, vous voyez, la Chine et le Népal, ce petit pays qui a là, et le sommet de l'Everest est vraiment sur la frontière. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, je vais faire une requête, Everest, et voilà, nous avons le point qui situe le sommet exact de l'Everest. Oui, il y a l'altitude 8849 mètres, donc ça a changé un petit peu, il a pris 1 mètre apparemment. Et quand on fait une requête sur le point du sommet, vous avez tous les noms dans toutes les langues, puisqu'on ne dit pas Everest dans toutes les langues, il a plein de noms, ce fameux sommet, ou alors il y a des transcriptions aussi dans les différents alphabets. Oui, c'est impressionnant, hein. De toute manière, en règle générale, sur OpenStreetMap, quand vous alliez voir des lieux très connus ou très touristiques ou qui sont d'importance mondiale, vous allez avoir toutes les transcriptions dans toutes les langues. Et j'avais vu quelque chose, ah oui voilà, vous avez l'altitude du sommet alors au centimètre près. Et apparemment nous avons... Ah oui, il y a une note qui précise que le sommet, la hauteur du sommet a été recalculée en août 2020. Donc c'est de la donnée fraîche. Nous avons aussi une donnée sur la source de la position. Alors il y a marqué Strava. Strava c'est une application de randonnée et de cyclistes. Donc ça veut dire qu'il y a un randonneur qui a vraiment monté l'Everest avec son téléphone et une fois arrivé en haut, il a positionné le sommet grâce à son téléphone. C'est assez bluffant de voir ça. Et autour, ce qu'il y a de rigolo, c'est que vous avez les chemins piétons. Vous avez des chemins piétons, apparemment les chemins qu'on emprunte pour monter au sommet de l'Everest. Il y en a 2, je vois. Alors, il y en a un qui vient du Népal et l'autre qui va vers la Chine. Et si vous faites une requête, ce qui est de rigolo à voir, vous voyez, la note précise que c'est le chemin principal d'après l'application Strava, donc c'est bien un randonneur qui a positionné ce chemin d'après le chemin réel qu'il a parcouru. Et ça signifie aussi que de ce fait, vous pouvez calculer un itinéraire qui pourrait partir du sommet de l'Everest, et imaginons si vous arrivez au Népal, à Katmandou, c'est la capitale si je me rappelle bien, donc ça doit être ici. Imaginez, vous sortez de l'aéroport à pied, on peut être très précis, hein, on peut se positionner vraiment sur l'aéroport, voilà, à la sortie de l'aéroport. Imaginons, il vous trouve un itinéraire en voiture carrément, alors qui passe par la Chine, il faut avoir les papiers, et qui vous amène jusqu'au pied de l'Everest. Apparemment c'est la route la plus proche du sommet, elle est chinoise. Et puis après vous vous débrouillez à pied, alors imaginons à pied, est-ce que c'est possible à pied? Oui, il vous le trouve, alors là il vous trouve un chemin dans le Népal et qui vous amènera jusqu'au sommet de l'Everest à pied. Donc vous saurez que de l'aéroport de Katmandou jusqu'au sommet de l'Everest, si vous êtes un excellent marcheur, il faut compter une 60aine d'heures. À présent, je vais vous emmener voir des zones interdites. Sur OpenStreetMap, il faut savoir que les terrains militaires et les zones de guerre sont cartographiés et sont très bien mises en valeur sur le rendu de base puisque ça donne un rendu rouge assuré. Je vais vous montrer.
Nous allons voir tout d'abord une île au large de l'Inde qui appartient à l'Inde officiellement, qui se situe ici, voilà, dans l'archipel Andaman et Nicobar, ici. Et vous allez voir une île, vous voyez, qui est entièrement hachurée de rouge, avec un nom rouge. Mais alors qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux? Est-ce qu'il y a une base secrète? Pas du tout. En fait, il s'agit d'une tribu isolée qui a refusé le contact avec le reste du monde et que l'Inde reconnaît en tant que telle et qui est donc interdite à toute personne extérieure à l'île. Et je crois, je sais plus, c'était en 2019, il y avait un pasteur américain qui avait eu la mauvaise idée de vouloir évangéliser la tribu de l'île et qui s'est fait découper en morceaux, si je me rappelle bien, pour avoir franchi le périmètre. Et il est arrivé sur l'île apparemment, mais bon, il s'est fait découper en morceaux. Donc voilà, c'est une zone interdite. Je vais vous en montrer une autre, on va aller cette fois-ci en Europe de l'Est. On va aller voir du côté de l'Ukraine, où si vous suivez peut-être l'actualité, il se passe beaucoup de choses. Il y a actuellement une guerre civile dans l'Est, vous voyez, et nous avons la zone de guerre, proprement dite, la zone où ont été plus ou moins gelés les combats. Et on le voit très bien, hein, vous voyez, ça fait une zone tampon ici. Et nous allons voir aussi la Crimée, où pour le coup il n'y a pas de conflit armé à ce que je sache. En revanche, alors si vous avez suivi, en 2015 il s'est passé une sorte de coup d'état. La Crimée a été accaparée par la Russie en fait, qui a organisé un référendum et qui a rattaché la Crimée à la Russie. Alors OpenStreetMap ne s'est pas mouillé, vous voyez, puisque sont représentées toutes les frontières en fait. Puisque l'Ukraine naturellement n'a pas reconnu le rattachement de la Crimée à la Russie, et la Russie, elle, ne reconnaît que le rattachement, ne reconnaît pas la Crimée comme étant ukrainienne. Donc ça se traduit en termes de frontières sur OpenStreetMap ainsi. Il y a une frontière entre la Crimée et la Russie, et entre l'Ukraine et la Crimée. Mais si on va un peu dans le détail, on constate que des choses ont changé. Vous voyez ce pont relie la Crimée à la Russie. Il a été construit par les Russes, pour symboliser un peu matériellement le rattachement de la Crimée à la Russie, qui jusque-là ne bénéficiait pas d'un accès terrestre. Et là, ce pont-là, alors il a été connu, je me rappelle quand ils l'ont construit assez vite, et Vladimir Poutine l'a inauguré en conduisant lui-même un camion par-dessus. Ça a fait le buzz à l'époque, je me rappelle. Donc nous avons une frontière reliée, et puis de l'autre côté, vous allez voir, je vais vous montrer une frontière qui s'est créée, puisque apparemment des deux côtés de la ligne violette ici c'était ukrainien, et maintenant ça ne l'est plus. Et ça se voit matériellement. Regardez la ligne de train, c'est cette ligne noire ici. Ben, la ligne est tout simplement coupée, elle est coupée. Et la route, elle n'a pas été coupée, mais si l'on zoome un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a des postes de douane, des postes de gendarmes ou de militaires qui ont été créés, et cela de chaque côté. Et il y a un poste militaire ici, un terrain militaire, et là voilà, ça doit être un poste de douane encore. Et si l'on dézoome, voilà, on en trouve un autre ici, une ligne de fer encore qui a été coupée, tout simplement coupée, et une route avec de chaque côté deux postes frontières. Voilà matériellement ce qu'est une frontière, ce qu'on n'a plus beaucoup forcément l'habitude de voir en France par exemple, avec l'Union Européenne, où on n'a pas quand même des endroits où les chemins de fer se coupent, ou alors oui, on a des postes de douane encore, mais voilà, c'est à ça en fait que ressemble une frontière chaude, on va dire. Poursuivons notre petit tour des zones un peu chaudes. Il y en a une qui est officiellement européenne, alors je vais dézoomer un peu pour vous repérer. Voilà, vous avez l'Europe ici, et puis dans la Méditerranée, là, vous avez une île qui s'appelle Chypre. Chypre qui est un État qui fait partie de l'Union Européenne. Alors c'est curieux parce que par exemple, il y a eu tout un débat sur est-ce que la Turquie devait adhérer à l'Union Européenne. Et cette île-là, qui est bien plus à l'est finalement qu'une bonne partie de la Turquie, qui est bien plus proche du Proche-Orient que de l'Europe finalement, eh bien, a été intégrée dans les années 2000. Surtout pour des raisons finalement historiques, parce que elle est peuplée de Grecs. Alors voilà l'île en elle-même, et c'est une île à l'histoire mouvementée. Si on va zoomer encore un peu, et nous voyons là, en rouge assuré, la zone tampon des Nations Unies.
puisque l'île, dans les années 70, en fait, a été envahie par la Turquie, qui a voulu protéger officiellement la minorité musulmane, et donc a envahi l'île pour une bonne moitié, et le conflit est resté gelé dans l'état où vous le voyez sur la carte. Donc c'est une île divisée en deux, et pas qu'en deux d'ailleurs, finalement en trois, puisque vous avez ici des petits copeaux, et là vous voyez marqué British Sovereign Base Areas. Ce sont des bases militaires anglaises en fait qui existent toujours et qui ont un statut spécial sur l'île. Donc vous avez des Turcs au nord, donc les Chypriotes au sud, et puis deux bases anglaises sur les péninsules que vous voyez là. C'est vraiment une île assez tourmentée. Et ce qu'il y a de cocasse, c'est que la zone tampon en fait traverse la capitale qui s'appelle Nicosia en français que vous voyez là, qui a une forme très rigolote. Vous voyez, elle est parfaitement ronde avec ces flèches que l'on voit là, qui sont en fait d'anciennes redoutes fortifiées. Et la zone tampon se réduit jusqu'à n'être qu'un petit filet. Vous voyez, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine de mètres. Il y a même des endroits, ça va faire 10 mètres. C'est vraiment d'une rue à l'autre. Et donc la zone tampon coupe la capitale, traverse la capitale en deux, quasiment deux moitiés parfaites, ou presque. Et on voit d'un côté, donc il y a beaucoup de mosquées, vous voyez, finalement on reconnaît bien le côté turc où il y a pas mal de mosquées, et le côté au sud où il y a plus d'églises, puisque les Grecs sont des chrétiens pour la plupart, ils sont souvent chrétiens orthodoxes. Mais dans le détail, vous voyez, il y a aussi des églises côté turc, il y en a une là, je vois, et côté grec, ben, vous avez des mosquées, il y en a une ici, une là, donc finalement, il y a un peu de porosité. C'est séparé, mais peut-être pas autant qu'on pourrait le penser. Prenons de l'altitude encore une fois, nous allons aller pas si loin que ça. Alors une zone on ne peut plus sensible. Voilà l'état d'Israël. Alors je dézoome encore une fois pour bien vous montrer le monde, la mer Méditerranée, et donc ici à l'est de la mer Méditerranée, nous avons l'état d'Israël. Qui est bien cartographié, vous voyez les zones vertes et tout, voilà, c'est grosso modo c'est Israël. Et vous avez ce petit état ici qui est censé être l'état de Cisjordanie. Mais si je fais une requête, Cisjordanie, parce que là on voit il y a un vrai gruyère, ça n'a pas l'air très clair. Je vais faire une requête pour extraire les frontières de Cisjordanie, vous allez voir qu'en fait la Cisjordanie, véritablement, c'est ça, voilà, c'est ce gruyère. C'est les zones où les autorités palestiniennes ont effectivement le contrôle sur leur territoire. Tout le reste, en fait, finalement, c'est Israël qui le contrôle. Ouais, c'est vraiment un gruyère impossible. On se demande comment les gens font pour circuler. D'après ce que je sais, ben, c'est effectivement très compliqué. Et si l'on zoome encore un peu, vous allez voir quelque chose de tout à fait fascinant, c'est que vous avez les zones palestiniennes, donc avec les villes historiques finalement, que ça se voit, hein, c'est vraiment, ce sont des villes qui se sont étalées au fil du temps. Et puis vous avez, voilà, dans les zones de contrôle israélienne, vous avez ça, vous avez des petites villes. On dirait des vrais jardins, c'est parfaitement planifié, les maisons sont parfaitement alignées. Vous avez les lieux de culte d'un côté, les zones résidentielles, c'est vraiment des petits jardins. Et bien ça, ce sont ce qu'on appelle les colonies israéliennes. Ce sont des villes qui ont été faites au fil du XXe siècle et qui continuent encore au milieu du territoire palestinien. Et vous voyez vraiment le contraste entre... En plus, ils sont très bien cartographiés. J'imagine qu'Israël doit avoir un service cartographique assez performant. Et en plus ils partagent leurs données sur OpenStreetMap, donc ça fait qu'on a vraiment ces colonies qui sont nickel. On peut en voir d'autres, hein. Y en a vraiment partout, hein. C'est assez bluffant. Vous voyez, vous en avez là il y a carrément les adresses, c'est vraiment tout nickel. Vous avez le nom des lieux de culte, voilà, c'est encore cet urbanisme très rangé, très policé, voilà, des rues qui s'agencent régulièrement. Alors on va en voir une autre là, vous pouvez zoomer un peu partout, tout ce qui n'est pas dans les territoires palestiniens proprement dit, vous voyez, où on retrouve encore ce genre d'urbanisme. Vous allez vraiment partout, je sais pas, on pourrait aller au sud, là par exemple. Voilà, on trouve encore ça, c'est régulière, ça fait un peu penser aux zones résidentielles américaines, hein, en fait. Même si le peuplement me paraît assez dense, hein, c'est quand même des petits jardins. Mais voilà, avec un petit poste de police, des synagogues un peu partout.
Vous allez voir à côté, vous n'avez pas ça du tout, hein. Vous avez des villes isolées, pour la plupart qui sont des héritages historiques, qui sont bien plus vieilles que ces colonies israéliennes. Et là, on a vraiment le contraste. On les reconnaît très bien aussi par la toponymie, puisque les zones palestiniennes sont en arabe et les zones israéliennes sont en hébreu. C'est une chose que montre très bien le rendu d'OpenStreetMap pour le coup. Allez, maintenant je vais faire une petite digression. Nous allons changer de carte, nous allons aller sur une application qui va permettre d'afficher les lieux sur OpenStreetMap qui sont cartographiés à l'intérieur. Et oui, parce que il est possible de cartographier l'extérieur, mais aussi l'intérieur sur OpenStreetMap. Et moi, j'ai trouvé des lieux très cocasses à vous montrer. Nous allons zoomer sur Londres en Angleterre, et vous allez voir qu'il y a des lieux de pouvoir qui sont cartographiés même à l'intérieur. Vous avez le palais de Westminster. Voilà, je vous mets la photo là. Le palais de Westminster où se trouve Big Ben et le Parlement anglais. Eh bien, il faut savoir que le plan est disponible sur OpenStreetMap, et ce dans les moindres détails. Alors vous voyez, je zoome et là commence à apparaître le plan. Alors là on est au rez-de-chaussée, je vais changer, je vais mettre au premier étage, et là voilà, le premier étage, là vous avez tout le bâtiment du Parlement dans le moindre détail, avec les halls, les petits bureaux et même les toilettes, j'imagine. Vous avez, regardez, vous avez des dressings, des salles d'attente, des salles de dîner, une bibliothèque. Vous avez vraiment tout dans le moindre détail, c'est très bien fait. Alors j'imagine que c'est le plan officiel en fait du lieu qui a été partagé, j'imagine. C'est pas quelqu'un qui l'a fait à la main, je pense pas que c'est possible. Et en tout cas, c'est très bien fait. Alors c'est assez marrant de retrouver ça. Voilà, vous pouvez télécharger le plan, hein, en somme. C'est libre. Non, un autre lieu de pouvoir très marrant à aller voir et qui est disponible aussi sur la carte, c'est la Maison Blanche. Vous avez l'intérieur de la Maison Blanche sur OpenStreetMap. Il y a des détails assez croustillants. Alors bon, si vous êtes complotiste, vous allez être déçu quand même, hein. Mais tout de même, vous avez le plan officiel de la Maison Blanche. Et là voilà. Voilà la Maison Blanche, on reconnaît bien la forme de la façade. Et il y a des détails assez rigolos. D'abord, vous avez vraiment vous avez les toilettes. On saura que les toilettes se situent au rez-de-chaussée de la Maison Blanche, sur la façade avant d'ailleurs. Finalement, quand vous êtes sur la pelouse ici, que vous regardez dans tous les films, on voit ça. Vous avez cette photo de la Maison Blanche qu'on voit de cette pelouse. Ça doit être tourné ici d'ailleurs. Je mettrai des photos. Voilà, la petite rotonde que vous voyez devant. Finalement, au rez-de-chaussée, il n'y a que des toilettes. C'est assez marrant. Vous avez des noms de salles assez énigmatiques. Vous avez la China Room. Je ne sais pas ce que c'est. La pièce de la Chine. Vous avez des noms assez énigmatiques. Vous avez une salle des cartes. La salle des cartes où peut-être des gens regardent OpenStreetMap dessus, sait-on jamais. Vous avez une bibliothèque. Et là, le petit détail qui tue, vous avez une allée de bowling où il y a un bowling dans la Maison Blanche. Au rez-de-chaussée, il faut savoir, et qui donne sur les jardins arrière. C'est assez marrant. Alors où se trouve le bureau ovale? En fait, il est là. Moi, j'avais toujours pensé qu'il était dans la Maison Blanche, c'est-à-dire ici. Non, en fait, il est à côté, il est sur une annexe. Il est très exactement ici. Un autre petit détail, regardez, vous avez ici une boutique de chocolat dans la Maison Blanche. Vous avez apparemment un fleuriste et charpentier aussi, une boutique des charpentiers. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais voilà. Alors amusez-vous, hein, franchement, je vous conseille d'aller voir. Je mettrai les liens en description de cette carte. Et amusez-vous à aller voir tous les bâtiments cartographiés à l'intérieur sur OpenStreetMap. Vous trouverez des choses intéressantes. Vous voyez, tout ce qui est en violet, en fait, ça vous indique les endroits où se trouvent des lieux cartographiés à l'intérieur. Il y en a beaucoup en Allemagne. Il faut savoir, la plupart du temps, en fait, c'est des centres commerciaux. Les centres commerciaux sont cartographiés à l'intérieur. Pour finir, on va revenir sur la carte de base et je vais vous montrer un événement qui s'est produit il y a quelques semaines à présent. C'est l'avènement du 100 millionième route de modification effectuée sur OpenStreetMap, qui a été faite donc il y a environ 2 mois. Et ça a été fait par Lamine Ndiaye, j'espère que je prononce bien, au Sénégal. Donc regardez, je dézoome et le regagnant du 100 millionième groupe de modification l'a fait à un endroit du Sénégal, qui, pour la petite anecdote, du coup s'est retrouvé sous la lumière des projecteurs, puisque
tout le monde sur les réseaux sociaux a partagé l'événement. Et du coup, la région a été cartographiée à mort, alors que c'était tout vide. Avant, c'était tout vide. Et du coup, tout le monde l'a félicité. Vous voyez, dans le groupe de modification à gauche, vous voyez, il y a une discussion où tout le monde l'a félicité. Tout le monde lui a dit bravo, bravo, c'est génial, pourvu que ça continue. Il a même gagné un prix, je crois, et officiellement, il a été interviewé. On lui a offert une jolie carte de son choix, un truc comme ça. Donc ça a été la petite fête il y a 2 mois. Et de fait, la région a été mise sous lumière et a été cartographiée par tout un tas de gens qui ont voulu aider dans le coin. Et vous avez toutes ces pistes qui ont été faites. Le village de Nyanyan, alors attendez, Nyanyan, oui c'est ça. Du coup a été cartographié à l'extrême là aussi, tout à distance bien sûr, à l'aide d'images satellites. Vous avez tous les bâtiments entourés des barrières et de toutes les pistes. Ça a été la petite fête d'il y a 2 mois, en sachant qu'on attend impatiemment le 200 millionième qui va arriver sans doute beaucoup plus vite, puisqu'il a fallu... Alors OpenStreetMap a été créé en 2004 si je me rappelle bien, donc il a fallu 17 ans pour atteindre 100 millions, et là ça va bien plus vite en fait, la progression est exponentielle quasiment. Je crois qu'on est déjà à 113 millions, un truc comme ça, mais je vais vous montrer. Allons voir sur OSM en temps réel, vous voyez, OSM in real time. C'est sur ce site en fait que s'est fait le compte à rebours. Et voilà, nous sommes à 103 millions déjà, donc à ce rythme-là, il n'y aura pas besoin d'attendre encore 17 ans pour voir le 200 millionième, sans doute pas. Nous voilà déjà à la fin de cette petite flânerie cartographique, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir vous-même la carte, à aller explorer, à aller rêver dessus. Après tout, les cartes, c'est fait pour ça d'abord, moi je trouve, pour pouvoir rêver dessus. Allez voir le site de base, je mets les liens en description, je mets aussi le lien pour aller voir la carte qui indique les lieux cartographiés en intérieur. Et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas aussi, cette carte du monde, elle est faite par Toutos et pour Toutos. Et vous pouvez y contribuer vous-même. Explomappeuse et Explomappeur, je vous dis à bientôt.